Alexandre Viscontini, donc conseiller emploi et travail à la DIAL, et donc en charge de l'articulation emploi-logement pour les personnes sans domicile et menacées d'expulsion visées par les programmes de la DIAL. On est très heureux de pouvoir faire cet Ami-Call ce matin avec vous toutes et vous tous. Voilà, sur la question et la thématique de l'articulation emploi-logement. Merci à vous toutes et vous tous de votre participation, aussi aux collègues qui ont accepté de participer et d'intervenir ce matin. Je vais vous dire un petit peu comment on envisage cette matinée, voilà, enfin ces 2 heures de travail, enfin un peu moins. Peut-être en introduction, vous dire aussi que à la DIAL, on est convaincu, enfin je ne présente pas le logement d'abord, le plan logement d'abord, puisque vous le connaissez tous par cœur, mais vous dire que on est convaincu de l'articulation et de l'approche combinée à la fois vers et dans le logement et vers et dans l'emploi, bien sûr, puisque on pense que d'une part, l'accès à l'emploi peut bien sûr faciliter l'accès et le maintien dans le logement, mais qu'inversement, l'accès au logement permet aussi cette stabilité qui permet aux personnes aussi d'envisager un projet professionnel, de se maintenir dans l'emploi. Et donc, notre philosophie qu'on voulait partager avec vous ce matin, c'est bien d'envisager le logement et l'emploi d'abord. Alors, loin d'être concurrentiel dans le temps, le d'abord, c'est pas une question de temporalité, le d'abord, c'est une question de philosophie où on pense que comme personne n'a de capacité à habiter, personne n'est inemployable. Voilà, que l'accès au logement et que l'accès à l'emploi sont des droits des personnes et qu'on doit, en ce sens, favoriser l'accès rapide au logement comme à l'emploi et puis assurer le maintien des personnes justement dans le logement et l'emploi également. Tout ça, ça passe par aussi une réappropriation des capacités des personnes. Je pense que ça, c'est aussi un des éléments importants de cette philosophie du logement d'abord, qui est aussi celle de l'emploi d'abord, de s'appuyer sur le pouvoir d'agir des personnes, sur leurs forces, sur leurs compétences. On va y revenir, je pense, au cours de la matinée. Et puis de porter une attention particulière aux choix et aux préférences des personnes. Pour cela, on a plusieurs leviers, plusieurs modalités d'action qu'on va explorer là ce matin ensemble. Il nous semble que l'important, c'est que justement ces leviers d'action soient mobilisés de façon concomitante, à la fois dans le domaine du logement et dans le domaine de l'emploi. Alors c'est toute la difficulté, c'est tout le défi qu'on a à relever parce on est en face de 2 secteurs et 2 champs d'action très larges, 2 politiques publiques aussi très importantes et très larges, avec dans chacune d'entre elles une multitude d'acteurs, des compétences enchevêtrées parfois, des différents acteurs, un certain nombre de dispositifs, bien sûr, qui sont à l'œuvre sur ces 2 champs d'action. Et puis, bien sûr, des financements aussi qui sont propres et qui parfois ont tendance à justement, cette complexité a tendance à créer du silo, des lignes séparées. Et donc, voilà, l'objectif, c'est bien qu'on puisse dépasser ces cloisonnements et avoir une approche globale, une approche combinée à la fois de l'emploi et du logement. On pourrait aussi dire de la santé, bien sûr, en tout cas de la personne et de ses compétences et de ses forces. Donc pour cela, c'est à la fois de la mobilisation des acteurs qui est importante, donc on va revenir, et notamment en particulier des acteurs du monde de l'emploi, tout le service public de l'emploi qui est fortement mobilisé, une connaissance des dispositifs, on va aussi pouvoir y revenir, qui est importante. Et puis, miser sur l'accompagnement renforcé et individualisé des personnes ça, en fonction de leurs besoins. Ça, c'est un point sur lequel on insiste. Dans le champ de l'emploi, il y a un triptyque qui marche très bien, qui marche très bien, qu'on promeut très fortement. C'est à la fois la mise en situation rapide en emploi, la formation des personnes pour leur monter en compétences et l'accompagnement justement renforcé de ces personnes. Et que ce triptyque permet justement aux personnes de pouvoir se maintenir en emploi pour celles qui sont concernées, bien sûr.
On promeut l'accompagnement vers les dispositifs d'emploi de droit commun. Il ne s'agit pas de créer des dispositifs spécifiques ou à côté, en fait, ou autres, ou des SAS. Voilà, nous, notre objectif, c'est vraiment de pouvoir faire accéder les personnes sans domicile ou en situation de précarité aux dispositifs de droit commun, qui sont nombreux, hein, comme on l'a dit, mais qui parfois résistent un petit peu à l'accès de ces personnes parce que pour diverses raisons, on pourra peut-être en toucher quelques-unes du doigt aujourd'hui. Et donc, il y a aussi peut-être besoin de changer le regard, de changer des façons de faire différentes pour justement permettre à ce droit commun de s'ouvrir aussi aux personnes et à ces personnes de pouvoir y accéder. On pense à toutes les questions d'accompagnement, aux plateformes d'accompagnement que vous mettez en place dans le cadre aussi du logement d'abord. Il y a un fort travail, on y reviendra, sur l'accompagnement emploi aussi, hein, qui est mis en place par le ministère du Travail et toutes les équipes des services déconcentrés de l'État et des collectivités. Et puis, dernier point sur lequel je voulais insister, c'est que dans le cadre de l'emploi, eh bien, il y a un partenaire important, c'est l'employeur, bien sûr, et avec lesquels il faut travailler au-delà de l'ensemble des partenaires, on va dire, institutionnels et associatifs. Même si l'associatif peut être employeur aussi, avec sa casquette employeur. Et là, voilà, pour nous, c'est aussi important de travailler à la fois sur des parcours des personnes, sur les parcours individuels, mais aussi en direction des employeurs pour travailler sur cette employeurabilité. Enfin, on parle beaucoup d'employabilité des personnes, mais il y a aussi une employeurabilité des employeurs qui, justement, peuvent être en capacité d'accueillir un certain nombre de personnes précaires. Et tout ça, ça se travaille. Il y a des liens qui se font entre les différentes, enfin avec les acteurs et pour faciliter l'accès et le maintien de ces personnes dans l'emploi. C'est un point particulièrement important de les associer aussi à l'ensemble de ces démarches. Voilà les quelques points que je voulais vous dire en introduction pour vous donner un petit peu notre philosophie d'action à la DIAL. On travaille bien sûr très fortement en lien avec nos collègues d'administration centrale des autres ministères, donc des solidarités et du travail. Hein. Je vais laisser tout de suite la parole à mes collègues, à Madame Myriam Esclan-Raveau et Isabelle Susset qui vont dire quelques mots sur ce sujet. Mais vous dire que juste avant, qu'on souhaite donc aujourd'hui vous laisser aussi beaucoup la parole, vous écouter sur les différentes initiatives qui sont prises dans vos territoires. C'est vraiment l'objectif de cette matinée, de pouvoir identifier les initiatives justement qui croisent ces deux secteurs, emploi-logement. Et puis ensuite, on pourra aussi présenter, il y a quelques partenaires là qui sont présents, des expérimentations qu'on a lancées justement pour essayer de croiser, de combiner ces parcours emploi-logement. Voilà, donc je n'en dis pas plus pour ne pas prendre trop de temps et peut-être que je laisse la parole tout de suite à Myriam. Je ne sais pas si Myriam m'entend bien pour dire quelques mots au nom de la DGEFP. Bonjour à tous, donc Myriam Mesclan-Raveau, directrice de projet auprès de Bruno Lucas à la Délégation générale à l'emploi et membre de la task force interministérielle, c'est-à-dire l'équipe interministérielle qui travaille et qui concourt au déploiement du service public de l'insertion et de l'emploi avec la DGCS, Direction générale de la cohésion sociale, et la délégation interministérielle à la prévention et à la lutte contre la pauvreté. Et donc, c'est un peu à ce double titre que je suis là et que donc on interviendra aujourd'hui à deux avec Isabelle Susset pour la DGCS, en excusant notre collègue Gabriel André de la DILP, mais qui a préparé avec Alexandre Viscontini cette petite séquence introductive. Donc, je pense, Alexandre, tu souhaites qu'on fasse rapide tableau de la toile de fond de ce qu'est le SPIE et comment ça peut faire écho
avec la démarche du logement d'abord. Donc, je vais commencer, puis Isabelle prendra la suite. Et donc, remercier évidemment pour l'invitation, et l'invitation à double titre. Je sais qu'il y a d'autres collègues de la DGESP qui sont présents, évidemment, ce qui témoigne en effet, comme l'a dit Alexandre Viscontini, d'un travail assez proche entre la DIAL et la DGESP sur comment faciliter cette articulation du logement, hébergement et des dispositifs de droit commun. Et nous portons, et merci à Alexandre de l'avoir rappelé, que nous poussons beaucoup à ce que les dispositifs de droit commun soient de plus en plus ouverts et utilisés, enfin mobilisés pour les publics, même les plus éloignés, c'est leur philosophie. Hein. Et on sait très bien que tout ça, ça repose essentiellement sur la bonne connaissance des acteurs au niveau plus près là, des acteurs de terrain autour du parcours de la personne. Et que voilà, on est plutôt au niveau de la DGESP du ministère du Travail, porteur de promouvoir le droit commun. Hein. C'est ça la logique aussi inclusive de tous pour la société. Hein. C'est vraiment cette logique de droit commun. Et donc, ce droit commun, il passe par la connaissance réciproque et le travail au plus précis de chaque situation individuelle entre les porteurs de ces produits de droit commun et les opérateurs de l'hébergement et du logement. Et je sais que vous allez être tous convaincus. Juste rapidement, pour introduire, pour vous donner un peu la toile de fond, parce que je ne sais pas quel est le niveau je dirais, pas nécessairement votre niveau un peu de connaissance, de perception sur le SPIE. Donc, quelques rappels assez rapides pour ceux peut-être qui l'ont déjà en tête et puis d'immersion pour ceux qui ne le connaissent pas. Et on a préparé un support, mais qui est un peu plus large que l'intervention orale qu'on fera, mais qui permettra d'être diffusé à tout le monde. Et on vous remettra aussi en diffusion le flyer qui a été rédigé et diffusé en avril 2021, qui résume de façon assez facile et rapide les enjeux du SPIE. Et vous verrez qu'en effet, on n'est pas très loin des problématiques du logement d'abord et du SPRE. Voilà. Donc, le service public de l'insertion et de l'emploi, c'est important d'associer chaque fois le I et le E, qui sont un peu les deux jambes de ce nouveau service public. Juste de vous redire que c'est avant tout une démarche et non pas une institution. Hein. Je ne reviens pas sur l'historique, vous le retrouverez dans tous les flyers. Et cette démarche vise bien, et je retrouve bien en écho les préoccupations exposées par Alexandre tout à l'heure, parce qu'en effet, on est là sur des logiques de parcours des personnes et non sur des sélections de gouvernance voilà. On est vraiment au plus près du service rendu à la personne. Donc, on s'appuie, c'est une démarche qui s'appuie sur un consortium d'acteurs larges, vous le verrez. Donc, vous nous direz en effet si localement c'est bien le cas, d'acteurs larges pour du social et du professionnel autour du conseil départemental, autour de Pôle emploi, notamment puisqu'on vise des publics qui sont essentiellement des publics, non seulement les allocataires du RSA, mais tout public qui rencontre des problématiques sociales et professionnelles. Voilà. Donc, ce consortium qui permet en effet de mettre ensemble la sphère sociale et la sphère professionnelle, si je fais des raccourcis assez rapides, mais nous sommes entre sachants. Donc, ces consortiums, c'est pour mettre un socle de services progressivement commun et le plus harmonisé possible, on va dire, entre les territoires, autour des problématiques d'entrée dans le parcours, hein, donc tout ce qui va toucher au diagnostic, à la situation personnelle de la personne, et donc une approche globale et une approche partagée, c'est-à-dire chacun fait son diagnostic pour faire court. Une logique de coordination et de suivi de parcours, et là, évidemment, vous êtes totalement, ça fait résonance avec tous les travaux sur logement et emploi. Comment, en effet, on arrive à faire en sorte qu'il n'y ait pas de coût dans le parcours, que tous les professionnels puissent arriver à suivre les personnes, savoir ce qui a été fait avant, après, et une coordination de l'offre d'insertion, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, l'offre existe la plupart du temps, hein, plus ou moins développée sur le territoire, mais ce qui pose problème, c'est à la fois sa connaissance exhaustive par tous les cas, par chacun des professionnels, et son accessibilité. On n'a pas nécessairement accès à tel ou tel service, à telle ou telle offre au moment où la personne en a besoin. Elle vient de décrocher un intérim, elle n'a pas l'aide à la mobilité qui va bien au bon moment.
par exemple. Je donne cet exemple qui est le plus souvent cité. Voilà. Et tout ça, le SPIE veut travailler vraiment sur ces éléments, des socles de services tournés sur la personne, sur le parcours, pour essayer de déverrouiller tout ce qui est aujourd'hui irritant au niveau des parcours et notamment avec une coordination opérationnelle renforcée des acteurs. Je disais, voilà. Et donc, l'ADN, si je peux me permettre, du SPIE, c'est ce qu'on appelle la stratégie des parcours. Et donc, vous l'avez dans le diaporama, on a posé 6 principes pour essayer de rentrer dans cette logique. Et ils font totalement écho avec ce que vous portez dans le logement d'abord. Sa stratégie de parcours, c'est bien à la fois être tourné vers la personne, être une focale sur la priorité à l'emploi d'abord, mais là aussi, au sens, c'est pas l'un avant l'autre, c'est faire en sorte que désormais, on mette fin à la segmentation qu'on connaît assez bien sur un peu partout, entre social et professionnel, approche un peu classique, même si à certains endroits ça a bougé, d'abord lever, entre guillemets, les freins sociaux avant d'enclencher une démarche professionnelle, d'accompagnement professionnel. Et donc, le SPIE, c'est essayer de mettre fin à cette segmentation pour l'approche de la personne globale, en impliquant la personne, vous l'avez vous-même souligné tout à l'heure. Voilà. Et donc, c'est vraiment cette approche-là, ce décloisonnement social et professionnel sur lequel on travaille, d'où cet axe assez fort de travail entre les conseils départementaux et Pôle emploi, et ensuite le cercle élargi, mais de proximité quand même, de tous les autres opérateurs. Voilà. Et dans cette logique-là, des objectifs de simplification des démarches, de meilleure coordination des acteurs, avec des forts enjeux numériques qu'on essaie de mettre en place. Voilà, mais vous découvrirez ça dans le détail. Je peux dire aujourd'hui que nous avons enclenché 14 expérimentations en 2020 dans le cadre de la phase de concertation. Aujourd'hui, ce sont 31 territoires qui ont été sélectionnés et ont été sélectionnés suite à l'appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé fin 2020 dans le cadre du déploiement du SPIE. Nous ne parlons plus d'expérimentation, nous parlons de déploiement du SPIE progressif. Donc 31 territoires qui rentrent en mise en action et une deuxième vague qui doit démarrer en juillet avec un nouvel appel à manifestation d'intérêt, une nouvelle publication sur les mêmes bases que celles déjà faites, pour essayer d'inciter 35 nouveaux territoires à rentrer dans cette logique et dans cette démarche de socle commun. C'est donc aujourd'hui 45 territoires actifs, puisqu'on a eu 41 territoires retenus en février. On a la cartographie, vous en disposerez, et le travail croisé entre les travaux de la DIAL et les projets de logement d'abord et du service public de l'insertion montre, je crois, Alexandre, que l'on a à peu près 22 territoires de points de connexion qui ne sont pas nécessairement superposables, mais on a on a 22 points de rencontre, on va dire, entre les deux problématiques. Et voilà, je dis bien les deux problématiques ou les deux politiques publiques, sachant qu'évidemment, de la même manière qu'on dit que l'ADN est bien la rencontre entre le social et le professionnel, nous sommes bien là dans des convergences de politiques publiques, et Isabelle y reviendra tout à l'heure, on a les mêmes fondamentaux. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire rapidement. Donc ça se déploie au niveau des territoires. Il y a une animation nationale des territoires comme vous faites du Code social qui se met en place progressivement, et de fortes démarches aussi sur le plan numérique, mais qui ne sont pas nécessairement l'objet de cette séquence. Nous aurons l'occasion d'y revenir le moment venu. Et je laisse la parole à Isabelle Sucé sur l'articulation et logement d'abord. Merci Myriam, bonjour à tous. Alors pour compléter les propos à la fois d'Alexandre et de Myriam, on voit bien qu'il y a entre le SPIE, le logement d'abord ou même le SPRULO, des ambitions qui sont quand même très proches et très liées. Le SPIE, il a pour mission de garantir un accompagnement personnalisé et efficace vers l'emploi des personnes, évidemment, qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles, alors que le logement d'abord, c'est l'accès direct au logement. On voit bien que les deux politiques, elles sont assez proches dans ce sens où elles visent à prévenir et à lutter durablement contre la pauvreté, puisqu'une solution de logement stable est bien évidemment indispensable à l'accès à l'emploi
et que l'accès à l'emploi est indispensable pour se maintenir ensuite dans le logement. On voit aussi que sur nos deux sujets, on a une méthode qui est similaire et une approche qui est assez proche, que ce soit en termes de territorialisation, que ce soit en termes de fonctionnement partenarial entre les différents acteurs ou de coordination des intervenants pour l'accompagnement des personnes. Au niveau national, il y a aussi tout le sujet du partage d'expériences que comporte DIAL, DGEFP, DIPLP ou DGCS, et qui sont aussi en termes de méthode des fonctionnements assez similaires. Et puis, enfin, on voit qu'il y a des passerelles ou des actions communes qui pourraient être initiées ou en tout cas envisagées par les territoires et sur les territoires entre ces deux politiques pour une meilleure cohérence et une meilleure coordination le cas échéant. Il y a, Myriam l'a dit, des territoires qui sont engagés dans les deux démarches, si j'ai bien compris, 22. Les professionnels sont les mêmes. Voilà. Excusez-moi, je vous présente mon chat. Voilà, ça c'est fait. Des professionnels qui accompagnent aussi les personnes sur les différentes dimensions. Donc, on ne peut pas non plus complètement segmenter nos sujets, puisque ce sont les mêmes travailleurs sociaux, des conseils départementaux, des CCAS, des CIAS, des associations, les mêmes conseillers Pôle emploi qui vont aborder ces sujets à la fois de l'emploi et à la fois du logement. Et puis, pour revenir sur le SPIE plus particulièrement, on a cet objectif dans le cadre du SPIE d'avoir des consortiums très larges d'acteurs qui interviennent sur l'insertion sociale et professionnelle et qui, de fait, doivent et vont progressivement intégrer les professionnels de l'hébergement et du logement, en premier lieu les SIAO, les associations, les CHRS, et on ne peut pas complètement laisser en silo nos domaines respectifs. De la même manière, on construit dans le cadre du SPIE des outils numériques pour faciliter cette transition et ce passage entre les différents acteurs, quels qu'ils soient. On peut évoquer à ce titre déjà le carnet de bord, qui est un outil numérique qui va pouvoir aider les professionnels et la personne accompagnée à partager les informations sur ces difficultés, toutes difficultés, donc évidemment les freins à l'emploi en premier lieu, mais aussi ce qu'on appelle les freins périphériques, dont font bien évidemment partie les problématiques de logement. Et puis l'autre outil qu'on est en train de développer avec la DINUM et certains territoires expérimentateurs, c'est une application qu'on va appeler Dora, qui vise à ce que les professionnels de l'insertion connaissent toutes les offres d'accompagnement sur un territoire et puissent y avoir un accès facilité. Donc, il y aura aussi à terme les solutions d'hébergement et de logement. On a fait un petit panel là, très très rapide des possibles et des choses qui se croisent et qui peuvent se croiser entre le logement d'abord et le SPIE. Évidemment, c'est non exhaustif et on est aussi bien évidemment preneur de vos retours et de vos commentaires sur ce sujet. Voilà, je vous remercie. Un grand merci à Myriam et Isabelle pour cette présentation éclairante, effectivement, qui montre bien aussi toutes les articulations qu'on peut avoir et sur lesquelles on souhaite approfondir nos actions entre voilà, l'emploi et le logement, qui sont vraiment deux priorités importantes pour les personnes concernées. Je vous propose peut-être d'ouvrir quelques réactions, s'il y en a, ou questions, observations à ces propos introductifs, de rentrer un petit peu dans les initiatives territoriales. Est-ce que certains souhaitent prendre la parole? Alors, je vous invite soit à poser votre question dans le chat, voilà, dans le clavardage, comme on dit, soit prendre la parole en levant la main ou en la prenant directement, même si vous avez des choses à dire, et puis à vous présenter quand vous posez votre question ou vous exprimez. Si ça s'appelle pas de commentaires, on peut rentrer dans la suite du débat, mais n'hésitez pas. Pas de commentaires à ce stade. Eh bien, écoutez, je vous propose qu'on avance. En fait, on s'était dit donc qu'on organisait
nos échanges en deux temps. On a un premier temps où je vais laisser la parole à deux collègues des territoires, alors du Puy-de-Dôme, Caroline Dambrun du Puy-de-Dôme, de la tête du Puy-de-Dôme, et puis ensuite Hervé Péton de la mairie de Toulouse et de la métropole, pour voilà, vous dire un petit peu leur point de vue, vous expliquer la façon dont ils ont engagé les choses justement pour croiser emploi et logement. Je pense que c'est bien que chacun puisse aussi témoigner de ce qu'il peut faire dans son territoire. Donc, et puis ensuite, dans un second temps, on regardera un petit peu plus précisément un petit focus sur les programmes qui combinent emploi et logement et qu'on porte à la DIAL. Alors, Caroline Dambrun, peut-être que je vous laisse la parole, vous aussi vous présenter en vous remerciant de votre participation et de votre témoignage ce matin. Bonjour, merci. Donc, Caroline Dambrun, de la DETS du Puy-de-Dôme, chef du pôle hébergement, logement, solidarité. L'intérêt, les éléments facilitateurs par rapport à ce qui vient d'être dit, c'est que la DETS, c'est l'entonnoir de l'ensemble de ces politiques. Donc, le Puy-de-Dôme est territoire de mise en œuvre accélérée du plan logement d'abord. On a une contractualisation au titre de la stratégie pauvreté, candidature de mise en place, mise en œuvre accélérée du plan logement d'abord, portée par le conseil départemental et la métropole, donc avec cette spécificité d'une double candidature, où chacun a pu apporter ses compétences. Une contractualisation au titre de la stratégie pauvreté, aussi bien avec le département qu'avec la métropole. On vient d'être retenu pour la mise en place du SPIE. On a une contractualisation CTAIR avec la ville de Clermont pour l'intégration des réfugiés. On a dans notre panel tous les outils du GOP 177, de l'IAE, de toutes les politiques de l'emploi. Donc, on est vraiment, autant il y a des fois on peut évoquer des choses en silo, autant nous, on les a toutes dans notre besace et on peut jouer comme ça sur différents registres. Et c'est ce qu'on a fait dans le cadre de l'emploi d'abord, de notre mise en œuvre du plan logement d'abord et d'une thématique emploi qui était dès le début, dès 2018, dans la candidature du Puy-de-Dôme sur le plan logement d'abord, il y avait un axe emploi avec des accompagnements renforcés par le PLI, porté par la métropole. Donc c'est là où je disais que la double candidature métropole et département a permis que chacun arrive avec son écosystème. Donc, des accompagnements renforcés par le PLI pour des personnes qui avaient des problématiques logement ou hébergement. Alors là, c'était intéressant parce que on est allé chercher des personnes qui étaient sur une problématique hébergement-logement, mais qui n'étaient pas forcément dans le circuit SIAO, logement accompagné, des choses déjà prises en charge. On allait attraper du côté de l'emploi des personnes qui avaient des problématiques logement, mais qui n'étaient pas dans le circuit logement. Donc ça, c'était un premier point intéressant avec un accompagnement renforcé donc par un interlocuteur du PLI qui a pu lui-même découvrir l'écosystème de l'hébergement et du logement. Comment est-ce qu'on fait une demande au SIAO? Comment est-ce que c'est quoi du logement accompagné? Mais il est dans un logement autonome, donc il est en ville, donc il est chez lui. Oui, c'est quand même un petit peu de la sous-location, c'est pas tout à fait autonome. Voilà, tous ces dispositifs qui n'étaient pas connus du PLI. Donc déjà, le premier temps, c'est le PLI qui a découvert l'écosystème du logement et de l'hébergement et qui a pu, avec ces petits bonhommes qui étaient côté emploi mais qui n'étaient pas encore côté logement, les faire passer, les inscrire dans des dispositifs d'accompagnement côté logement. Donc ça a permis une acculturation et une bonne orientation des publics. En même temps, on avait des actions de formation, de Alpha Métier, Active-toi, des formations au savoir de base pour lever des freins à la fois à l'accès au logement et à l'accès à l'emploi, parce qu'on travaille les deux en même temps pour des publics du plan logement d'abord. Et l'intérêt des formations portées par le PLI par rapport aux formations qu'on peut financer, nous, des fois, sur du GOP 104 ou des choses comme ça, c'est d'avoir des formations rémunérées, puisqu'elles s'intégraient dans le plan d'investissement compétences. Le PLI avait la capacité d'aller chercher
ces financements et d'inscrire ces formations pour qu'elles soient rémunérées. D'un coup, on change vraiment l'impact pour les usagers de pouvoir soit offrir une action juste subventionnée pour que l'action ait lieu, mais la personne n'est pas rémunérée. Si elle est rémunérée, il y a beaucoup plus d'assiduité, ça facilite vraiment les choses. Donc, accompagnement renforcé et formation. Et ensuite, on a fait évoluer ce dispositif dans le cadre de la stratégie pauvreté. Donc, on joue avec nos différents dispositifs. Et là, c'est un référent du PLI qui intervient lors de permanences au sein de structures d'hébergement. Alors, pas mal d'hébergements d'urgence, pas que CHRS, parce que c'est une spécificité du Puy-de-Dôme. On n'a pas de CHRS quasiment. On a 150 places de CHRS pour 1200 places d'hébergement d'urgence. Donc, il se passe beaucoup plus de choses du côté de l'hébergement d'urgence que du côté des CHRS. Ils interviennent un peu dans les CHRS, mais aussi dans l'hébergement d'urgence. Et dans l'hébergement d'urgence, costaud, vraiment pour hommes seuls qui prennent les gens avec leurs addictions et leurs chiens, vraiment, vraiment tout public. Et on est allé se poser la question de l'emploi de ces personnes qui étaient, pour le coup, inconnues du PLI, parce que dans la logique d'avant, ces personnes étaient catégorisées comme besoin d'accompagnement, d'être dans un champ d'accompagnement social et non pas d'emploi. Donc, on fait rentrer dans l'écosystème de l'emploi des personnes qui étaient du côté du logement, mais qui n'étaient pas encore du côté de l'emploi. Donc, un peu l'inverse de notre première phase. Donc, l'intérêt, c'est que là, le PLI, qui dans la première phase a découvert des écosystèmes de côté logement, là, il découvre le public qu'il ne connaissait pas à ce point et dont il mesure l'étendue des difficultés. On a des personnes qui ont été positionnées sur des formations et dont l'assiduité a été assez limitée, que les problèmes d'addiction se voient en formation, des choses qui sont forcément pas évidentes avec nos publics. Donc, comme c'est le PLI, il connaît à fond l'écosystème de l'insertion, donc vraiment la possibilité de mobiliser l'ensemble des outils, de l'IAE, des clauses sociales, des formations, des stages, de tout ce qu'on veut. Donc vraiment là, on est sûr qu'on mobilise vraiment tout ce qui existe comme offre. Et on est en train de se poser la question, là c'est vraiment ce qu'on est en train de réfléchir actuellement, est-ce que cette offre est accessible aux publics hébergés qui sont bien en difficulté? Est-ce que cette première marche, quelle qu'elle soit, la première marche y compris de l'IAE, est compliquée pour des publics hébergés? Donc, on est en train de réfléchir sur des systèmes, premières heures, convergence, tapage, tous ces dispositifs qui permettent d'avoir une première marche vraiment très accessible. Voilà. Mais on veut finir d'expertiser la question de est-ce que vraiment, en mobilisant bien toute l'offre existante, on n'arrive pas déjà avec le droit commun à trouver des réponses adaptées à chacun, puisqu'on est vraiment sur du parcours personnalisé, individualisé. Voilà. Donc, est-ce qu'on est sûr qu'on n'y arrive pas et est-ce qu'on est sûr qu'on a besoin d'un outil supplémentaire? Avant d'aller se jeter sur l'outil supplémentaire, on veut vraiment faire le tour de l'existant et être sûr qu'il n'y a pas, qu'on a besoin de choses supplémentaires. Donc, on est exactement dans cette interrogation-là. On ira peut-être sur premières heures, sur convergence, mais on n'a pas encore tout à fait tranché. Et donc, le deuxième effet qui se coule, c'est de rapprocher, de permettre aux structures de l'hébergement de mieux connaître les dispositifs d'insertion. Donc, avec ce référent PLI qui vient au sein des structures d'hébergement, et ben, tout de suite, ça facilite les choses, on se connaît, on peut échanger sur des temps formels ou informels, sur les différents dispositifs. Puis tiens, il y a telle personne dans un autre dispositif, est-ce qu'elle ne pourrait pas? Ben, je pourrais te l'envoyer. Voilà, on est vraiment en train de renforcer les liens entre l'écosystème logement et l'écosystème emploi. On se pose, on n'a pas encore tout à fait finalisé notre fonctionnement, notre plateforme d'accompagnement.
On souhaite être plutôt sur des réunions des travailleurs sociaux du champ de l'hébergement, du logement accompagné, dans lequel on ferait intervenir des intervenants extérieurs, missions locales, PLI, France Addiction, sur la question des addictions. On essaye d'élargir au maximum les prises en charge en hébergement et en logement accompagné, pas que sur la thématique de l'hébergement ou du logement, mais sur l'ensemble des thématiques: santé, prise en charge des addictions, santé mentale, emploi, parentalité. On est en train de répondre à l'appel à projet pour les femmes sortant de maternité. Voilà, d'avoir une réponse globale. On ne se centre pas juste sur l'hébergement, on pense au logement point barre, mais vraiment parcours global le plus riche possible pour les usagers. On insiste dans les outils également. Là, on est en train de travailler sur les CPOM avec les CHRS. C'est aussi des outils dans lesquels on peut venir élargir le champ des possibles, sachant qu'on est beaucoup plus large que les CHRS parce qu'ils sont tellement petits qu'on fait aussi des CPOM sur le volet hébergement d'urgence. Voilà, et donc là, on va mettre on débute la mise en place du SPIE, alors qu'il ne sera pas dans un premier temps sur le périmètre clermontois. Or, c'est vraiment sur la métropole qu'on a une hyper concentration de nos dispositifs d'hébergement. Donc, on ne va peut-être pas être dans un lien très fort dès le début, parce que sur le territoire où commence le SPIE, on n'a pas grand-chose comme offre d'hébergement. Mais l'idée, c'est bien de faire converger tous les dispositifs et de mobiliser l'ensemble des leviers. Mais voilà, petite promotion d'une dette qui a la vision de tous ces outils et qui peut être agile en mobilisant telle action, en faisant le lien entre ces différentes offres. Bon, j'ai applaudi parce que grand bravo sur cette démarche que vous avez initiée maintenant depuis quelques temps et qui se poursuit. Merci d'avoir expliqué aussi les différentes évolutions. Enfin, je trouve que c'est intéressant de voir l'approche évoluer. Moi, j'aurais quelques questions, mais je ne vais pas monopoliser la parole. Donc, n'hésitez pas les uns les autres si vous souhaitez intervenir ou poser quelques questions, réagir à ce que vient de nous proposer Caroline Dambrun. Est-ce qu'il y a des réactions ? Bon, à 73 ou 75, c'est toujours la première question qui est la plus compliquée. Donc, je vais la poser. Moi, ce qui je trouve particulièrement prégnant, enfin, c'est ce que vous avez indiqué, enfin, votre interrogation actuelle, quoi. C'est-à-dire, est-ce que l'offre aujourd'hui d'insertion, d'accès à l'emploi est véritablement accessible pour le public visé ? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus quel type de difficultés vous avez rencontré justement? Qu'est-ce qui vous fait que vous vous posez cette question aujourd'hui? Vous avez cité la première marche IAE qui est un petit peu compliquée. Est-ce qu'il y a d'autres… Enfin, est-ce que vous pouvez un peu expliciter ce point-là? La question de l'assiduité, de pouvoir être présent déjà, d'être présent tous les jours, d'être présent combien d'heures, la question des addictions et la question de la santé mentale, qui font que c'est pas parce qu'on a ne serait-ce qu'une formation, qu'un stage, que c'est pas les compétences qui sont encore en question, c'est déjà le fait de pouvoir être présent dans un état de sobriété, ou en tout cas de gérer son addiction ou de son yo-yo émotionnel, qui permet d'être là, d'être vraiment là. Et ça, déjà, c'est pas gagné pour tous les publics, sachant que on va chercher les publics loin, quoi. Je veux dire, on veut, on pense vraiment activité. Est-ce que c'est déjà de l'activité professionnelle ou pas, mais en tout cas, activité pour des publics compliqués. Donc, si on est sur un public un petit peu la gamme au-dessus, l'offre d'insertion est accessible. Mais quand on est sur une grosse difficulté à déjà être présent et avoir, voilà, être là vraiment, c'est cela qu'on va chercher.
On est en train de construire une pension de famille au Vert. C'est son nom. Elle est à la campagne elle vise vraiment un public SDF de la ville, mais l'idée c'est justement un petit peu une mise au vert avec plein de supports très intéressants qui seront avec la maison de la pension de famille, de poulailler, de soins aux animaux. On voudrait qu'ils aient ils veulent avoir, on est très content aussi, un chenil pour accueillir les chiens des personnes de la rue pendant les hospitalisations, pendant les incarcérations, voilà. Se joindre au comité des fêtes du village pour se rendre utile, nettoyer des espaces verts, le petit entretien, et comme ça redonner aux personnes de l'utilité, de la valorisation, de la remise en mouvement, du positif. Donc là, dans notre pension de famille, on sera plutôt sur des activités, on ne sera pas sur quelque chose qui sera de l'emploi. Mais pour autant, c'est une première marche qui sera super intéressante de remobilisation, de valorisation et d'essayer d'être là au début du chantier parce qu'on a besoin de toi et demain, allez, tu essayes de venir. Et voilà, ces choses-là, c'est peut-être pas tout à fait encore de l'emploi, mais c'est de la mise en mouvement. Et on a pu comme ça essayer de réfléchir sur une personne, une jeune, avec un profil très chez soi d'abord. Malgré tout, elle est jeune, certes, elle a ses pathologies, mais il y a sans doute quelque chose, une activité qui est possible. Alors, on n'a pas, comme on n'a pas de CHRS, on n'a pas non plus d'activité d'aval, par la vie sociale, d'activité de vie. L'AVA, oui. Bref, Déjà, de les dispositifs ateliers, oui, je ne sais plus de exactement. vie active, adaptation à la vie active. C'est peut-être des choses qui sont peut-être plus de l'activité que de l'emploi en première marche. Ou alors de l'emploi, mais premières heures, avec un volume horaire qui fait que c'est beaucoup plus facile de se focaliser sur pas beaucoup de temps et une grande tolérance sur le fait que si un jour où il n'est pas là, il n'est pas là, c'est pas grave, il a le droit de revenir le lendemain. Ok, merci beaucoup pour cette réponse très complète, très détaillée. Il y a Madame Rossel qui pose une question sur l'articulation avec les acteurs de santé. Je ne sais pas, Madame Rossel, vous voulez préciser un petit peu la demande? Oui, bonjour. Oui, vous avez exposé, Madame Embrun a exposé les difficultés des publics par rapport aux addictions, voilà, pour être assidu sur des stages, des formations. Donc, je voulais lui demander comment ils travaillent aujourd'hui avec les acteurs de la santé. Est-ce qu'ils peuvent travailler avec eux? Est-ce qu'ils ont créé des liens un peu formels pour accompagner les publics et tenter de résoudre un certain nombre de difficultés? Et puis, on se rend compte aussi qu'un certain nombre de personnes ont bien du mal à aller vers de l'emploi, même s'ils sont dans des chantiers d'insertion. Il y a quand même des problèmes physiques parfois qui limitent, j'allais dire, les orientations vers de l'emploi durable. Voilà, merci. Alors, sur la question de la santé, pour l'instant, c'est un de nos champs sur lesquels on a l'intention de fortement travailler. Alors après, c'est l'avantage, on a plein de dispositifs, mais on n'a pas beaucoup de petits bonhommes non plus. Voilà, je ne vais pas plaindre les services de l'État. Si je vais plaindre les services de l'État au niveau local, en fait, je vais le faire. Voilà. C'est parce qu'on a tellement d'ambition, on voudrait porter tellement de choses et voilà. Bref, donc sur la question de la santé, pour l'instant, on est plutôt sur les acteurs qui ont travaillé entre eux, mais pas de manière suffisamment structurée, c'est-à-dire qu'il y a des endroits où des partenariats se font bien et puis il y en a d'autres où les choses se font moins bien. Très concrètement, on a une réunion des partenaires urgences qui réunit tous les chefs de service sur les structures d'hébergement d'urgence. Le 15, mardi, dans 15 jours, on a l'ARS qui vient à cette réunion avec les chefs de service de l'hébergement d'urgence pour exposer les problématiques santé des publics hébergés, toutes les limites de l'hébergement d'urgence quand on a des pathologies importantes, avec les 3 volets, la santé physique, les addictions plus particulièrement et la santé mentale, même si bien sûr ces deux-là sont en lien.
pour venir quantifier les choses, les qualifier, essayer derrière d'avoir des partenariats qui seraient plus structurels et institutionnalisés que dans les conventions, par exemple ARS France Addiction, XAPA, on est soit prévu des permanences dans les structures d'hébergement ou des modalités de travail avec les différentes structures. Pour l'instant, voilà, c'est un petit peu des partenariats historiques qui se font entre deux structures ici, mais pas suffisamment structurés, systématisés. Voilà, donc ça, on travaille avec l'ARS pour améliorer les choses. On espère avoir d'ici la fin de l'année un petit dispositif chez soi d'abord, qui permettrait de travailler sur les pathologies, les pathologies psychiatriques beaucoup plus importantes de type schizophrénie. Et malgré tout, dans ce chez soi d'abord, de mettre aussi de l'activité, alors ce ne sera peut-être pas tout à fait de l'emploi, mais là encore de travailler ces choses-là. Et on a également l'équipe mobile spécialisée en psychiatrie qui intervient tous les 15 jours, je veux dire, sur nos réunions justement partenaires urgence. Donc là, on a bien quelque chose d'institutionnalisé avec l'équipe mobile spécialisée en psychiatrie qui est en travail au quotidien avec les structures d'hébergement. C'est, je pense, sur la question des addictions que les choses sont moins structurées, systématisées, qu'on a encore avancé. Et puis après, ce sera aussi avec le champ de l'emploi, de refaire le lien emploi et santé. Quoi, voilà, on a notre PLI, on a notre hébergement, on a notre santé, on va faire des liens hébergement, logement, santé plus forts, mais comment est-ce qu'on les fait aussi pour que tous les acteurs des SIAE et tout ça aient un accès facilité à la santé. Là, je pense que la création des dettes, où nous, on a plus le lien quand même santé, on est inspecteur de l'action sanitaire et sociale encore, facilitera le lien avec l'emploi. Oui, merci beaucoup. On voit bien les enchevêtrements et les articulations indispensables entre emploi, logement, santé. Enfin, c'est très clair là dans vos interventions. Peut-être juste avant de passer à l'intervenant suivant, il y a une petite dernière question qui est posée par Samira Zedan. Comment est financée l'animation de l'activité espace vert et poulailler de la pension de famille, juste avec l'hôte? Et moi, j'ajouterais, du coup, peut-être que ça pose la question des CPOM et de ce que vous avez évoqué le sujet. Comment est-ce que vous arrivez justement à financer ce type d'activité qui n'est pas de l'emploi, comme vous l'avez indiqué, dans le cadre de ces pensions de famille? Et puis après, on passera à la témoignage suivant. Merci beaucoup, Mme Dormois. CPOM, on ne peut pas avec le collectif Côté Précarité qui va gérer cette pension de famille qui n'est pas encore fini de construire parce qu'ils n'ont pas de CHRS et c'est bien dommage. Et j'espère que dans la circulaire du 26 mai, on va trouver les possibilités de transformer un petit peu d'hôtel ou d'hébergement d'urgence en CHRS. Donc voilà, on va aussi essayer de faire avancer la structuration de notre offre. Pour la pension de famille, oui, ce sont les autres. Et sachant que c'est le projet social de la structure dès le début. Alors, à vrai dire, on a retenu ce projet de pension de famille alors qu'il n'avait pas encore de bâti, ce qui semble totalement non raisonnable, déraisonnable. Mais en 2018, quand on a fait un appel à candidature, ce projet social où vous voyez les personnes vivre dans cette pension de famille, être valorisées, être acceptées avec toutes leurs difficultés, mais malgré tout être mises en mouvement, nous a vraiment séduit. Alors voilà, à l'époque on n'avait pas de local depuis, on a trouvé, c'est en train de se construire, mais c'est vraiment le cœur du projet. Et donc tous les moyens humains, effectivement, plutôt que de faire que l'hôte il fasse faire du baby-foot aux résidents, et il leur fera nettoyer le poulailler. C'est bien tout le personnel. Et au passage, le passage des financements pension de famille de 16 à 18 € facilite aussi un petit peu le fait d'avoir un petit peu plus de moyens humains. Et on essaie de bien être dans la logique de la pension de famille avec l'accompagnement social, qui est l'accompagnement social de droit commun. Donc, il y a un fort travail avec, alors qu'elle n'est pas encore ouverte, mais déjà avec les services territoriaux du conseil départemental parce que des fois, les pensions de famille, elles ont tendance un petit peu à prendre un petit peu trop d'accompagnement social des personnes en interne.
Et si cet accompagnement social il est bien fait, comme c'est la théorie, par les services de droit commun, ben, ça libère le temps qu'on peut financer sur les pensions de famille pour être vraiment sur cette activité, cette vie de la maison. Et les locaux sont, comme c'était le projet social, les locaux sont prévus pour. C'est des bars de plein pied, avec chacun à son petit logement et son petit bout de jardinier devant. Et le poulailler, il est dans le même terrain, le jardin aussi. Et voilà, on a vraiment une implantation qui est prévue pour. Il ne s'agit pas d'aller ailleurs, quoi, tout est sur place. D'accord, c'est très clair. Merci beaucoup. J'ai une main levée de Madame Mosser, peut-être, ou Mossé, pardon, excusez-moi pour la prononciation. Je ne sais pas s'il y a une question ou un témoignage que vous vouliez apporter. Oui, c'est une question. Bonjour, je suis Sophie Mosser de la DETS du Bas-Rhin. Vous m'entendez? Très bien. Oui, donc c'était juste une question dans le Puy-de-Dôme. Est-ce que votre cible de ménages sur lesquels vous êtes concentré, c'était essentiellement ou uniquement des ménages venant de l'hébergement, donc sans logement proprement dit aujourd'hui, ou bien est-ce que vous étiez aussi sur une cible maintien, comme on dit, c'est-à-dire avec des personnes menacées d'expulsion éventuellement, puisqu'on se rend compte aujourd'hui que parmi les gens menacés d'expulsion, il y a cette accumulation de gens, notamment à des stades de concours de la force publique, pour être expulsés de façon imminente. On a beaucoup de gens qui ont perdu leur emploi pendant la période Covid. Donc, on se questionne si ce pourrait être aussi une cible intéressante. On se questionne également en l'occurrence de notre organisation, c'est vrai que moi j'ai pris aussi récemment la partie logement, prévention des expulsions, et on voit bien que tous nos dispositifs, il faut aussi qu'on les mette sur ces personnes-là. Concrètement, nos interventions du PLI sur la première phase, plan logement d'abord, c'était des personnes qui étaient connues du PLI mais pas connues de l'hébergement logement. Donc là-dedans, on avait potentiellement des personnes qui étaient qui n'étaient pas hébergées, qui étaient sur des formes d'habitat précaire, vivant chez ses enfants, des trucs un petit peu compliqués, ou alors des personnes menacées d'expulsion. Donc sur la première phase, comme on prenait les gens côté emploi, on avait des situations plus variées. Sur notre phase actuelle, avec nos financements stratégie pauvreté, c'est un intervenant du PLI qui va dans les structures d'hébergement, mais aussi c'est les mêmes associations qui font du logement accompagné. Donc, on n'est pas que hébergement, on est aussi logement accompagné. Par contre, pour l'instant, là, sur ce format-là, on n'a pas les menacés d'expulsion. Et dans le cadre de la stratégie pauvreté, le PLI intervient aussi dans d'autres structures du genre CIDFF pour avoir un regard particulier sur les femmes vulnérables. Donc, il y a d'autres lieux où les publics menacés d'expulsion peuvent être pris en charge, mais il y a sans doute des liens qu'il faut encore qu'on fasse. Ok, merci beaucoup Madame Dambrun pour ce témoignage. Je pense qu'on pourrait poursuivre encore et encore, mais je vous propose qu'on passe à une autre intervention, un autre témoignage qui vient de Toulouse avec Monsieur Péton qui veut aussi nous témoigner aussi des initiatives qui sont prises dans votre territoire. Je vous passe la parole, Monsieur Péton. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis donc Hervé Péton, coordinateur du plan accéléré logement d'abord, donc sur le territoire de Toulouse. Effectivement, en préparation de cette amicale, on avait évoqué avec M. Viscontini deux sujets, deux initiatives donc, qui sont en lien avec la thématique logement-emploi. Donc la première, ça concerne la plateforme d'accompagnement logement d'abord que nous avons initié donc il y a 2 ans maintenant et qui aujourd'hui a développé une forte thématique sur l'insertion professionnelle. Pour vous donner quelques éléments, aujourd'hui, donc, c'est 120 ménages qui sont, je dirais, suivis dans le cadre de cette plateforme. Alors, avec un suivi soit effectivement effectif ou soit, je dirais, un suivi qui n'est pas forcément
mise en œuvre à l'instant T, puisqu'on est sur des accompagnements qui sont vraiment le plus ponctuels possible, sachant qu'on favorise donc le droit commun. Donc, dans le cadre de cette plateforme, on a donc une équipe donc renforcée qui accompagne sur des disciplines comme, bon, bien sûr, l'accompagnement social global, mais plus précisément sur la parentalité, sur donc, les questions de surendettement. On a développé donc une thématique santé physique et santé mentale. Et aujourd'hui, on a donc cette thématique donc insertion professionnelle, donc pour les personnes, les ménages qui accèdent à ces logements. Aujourd'hui, on s'appuie principalement sur des mesures d'intermédiation locative. Donc, on est dans l'accès à un logement dans le parc privé. Donc, comment ça se déclenche, cet accompagnement? On a mensuellement des commissions de suivi, donc des situations où les référents intermédiation locative nous font un état de la situation des personnes, de leurs besoins, puisque l'orientation et l'accès à logement se fait vraiment selon les critères du logement d'abord, c'est-à-dire qu'on ne regarde pas la capacité à habiter, on regarde juste la situation administrative, quelques revenus à peu près pérennisés qui ne mettent pas en danger, je dirais, le maintien de la personne dans son logement pour des questions financières. Donc, tous les mois, on passe en revue les ménages et, suivant les besoins, sont évoqués le fait de déclencher cet accompagnement renforcé, donc qui se font par directement des prises de contact avec les personnes et avec donc soit des visites à domicile sur les thématiques, soit des rencontres directement en dehors du logement. Donc, plus spécifiquement concernant l'insertion professionnelle, donc on a aujourd'hui une conseillère en insertion professionnelle qui, dès que le besoin est émis donc par la personne concernant l'emploi, c'est vraiment de procéder à une évaluation donc du projet professionnel de la personne, voir où est-ce qu'elle en est de ses formations, de ses souhaits, de ses expériences précédentes. Et à partir de ce moment-là, donc la conseillère soit effectivement établit un projet de formation, un projet d'accès à l'emploi, et donc ça passe par la mobilisation des dispositifs existants sur le territoire, c'est-à-dire le PLI par exemple, qui est fortement développé sur Toulouse Métropole et sur le département en général, mais également, on parlait tout à l'heure des dispositifs type tapage pour l'accès à un emploi à très courte durée payé à la journée avec un très bas seuil d'exigence. Mais également, on est sur un dispositif qui a été mis en place dans le cadre du plan pauvreté qui s'appelle le SAS Emploi, contractualisé par Toulouse Métropole et l'État, qui est en fait un conseil, un accueil, une information qui est inconditionnelle pour effectivement bien préparer les personnes à ce que c'est que le marché du travail, et en particulier le marché du travail français, et effectivement préparer un peu toute cette démarche, que ça soit l'écriture d'un CV, préparation d'un entretien, donc vraiment quelque chose de très très basique en fait, voilà. Donc on a sur les différents, depuis 2 ans, on a à peu près en continu 30 ménages qui sont suivis dans le cadre
de l'insertion professionnelle. C'est grosso modo la thématique qui est la plus mobilisée aujourd'hui. Et donc, on a de l'accès direct à des formations, donc via de l'apprentissage, via directement des formations type AFPA, par exemple. Mais on a également, donc, via un réseau, je dirais, d'entreprises qui sont donc l'association avec laquelle on a mis en place cet accompagnement professionnel. On a vraiment des issues qui sont très très positives et qui sont accompagnées aussi par des solutions de garde d'enfants, par exemple, ou de financement aussi de moyens de transport pour se rendre sur le lieu de travail. Voilà. Donc, c'est des choses qui sont globalement très très bien appréhendées et très assez solide. Ajouter, c'est que cette thématique, l'ensemble des thématiques donc d'accompagnement aujourd'hui font l'objet également d'une coordination pour vraiment qu'il y ait partage des pratiques, que ce soit sur la thématique emploi, sur la thématique santé, sur la thématique parentalité, et qui est vraiment une transversalité sur l'accompagnement des personnes. C'est-à-dire qu'on essaie d'éviter à tout prix que chacun fonctionne en silo. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très, très intéressant et très, très important. Nos perspectives, donc dans les mois à venir, c'est vraiment de systématiser l'évaluation du projet professionnel. Aujourd'hui, on est plutôt sur on fonctionne plutôt à la demande, mais on souhaiterait vraiment que dès qu'un ménage accède à la plateforme, est prise en charge dans le cadre de la plateforme, qu'il y ait une évaluation du souhait des personnes, c'est-à-dire que vraiment que ça rentre dans le projet d'insertion des personnes pour vraiment viabiliser aussi leur projet de logement globalement. Et après, la précédente intervenante donc parlait effectivement de l'aspect prévention des expulsions locatives. Voilà, on a été sollicité par donc la DETS Haute-Garonne pour que cette équipe pluridisciplinaire s'implique également dans la prévention des expulsions, donc que soit effectivement travailler avec les personnes, l'ensemble des thématiques qui permettent d'éviter effectivement les expulsions. Voilà sur ce premier sujet. Je peux passer à la suivante, si vous voulez, ce sera peut-être un peu plus court. Oui, peut-être que je ne vois pas qu'il y a pas de demande d'intervention. Peut-être que vous pouvez effectivement terminer, puis on ouvrira le débat juste après. D'accord. En fait, il s'agit donc du parcours Allège, donc qui a été initié par l'ADIAL. Donc, il s'agit du parcours d'accès au logement et à l'emploi pour les jeunes. Donc, Toulouse fait partie des territoires d'expérimentation avec Lille, me semble-t-il. Alors, on n'est pas, nous, au niveau du logement d'abord, on n'est pas directement un pilote de ce projet, puisqu'aujourd'hui, c'est Unicité qui coordonne ce parcours. Mais une fois de plus, donc tous les réseaux se mettent en place pour réussir à transformer en tout cas cette expérimentation. En 2 mots, il s'agit de sécuriser l'accès à l'emploi et au logement pour des jeunes qui sont issus de campements et de bidonvilles. Donc aujourd'hui, ce sont 20 jeunes
donc ils sont dans les tranches d'âge 18-25 ans, à qui Unicité donc a proposé donc un contrat de service civique, hein, tout simplement, donc pour à la fois leur assurer un peu de revenus, mais également entreprendre, hein, des démarches, hein, d'insertion professionnelle, donc via des stages dans des collectivités, via des formations en apprentissage pour certains, et via pour d'autres directement, hein, de l'accès à l'emploi via donc ces contrats de service civique. Donc aujourd'hui, il y a un coordinateur, hein, qui pilote, hein, directement auprès de ces 20 jeunes, hein, je dirais, cette viabilisation de l'accès à l'emploi. Et on est rentré maintenant dans la deuxième phase, c'est vraiment l'accès au logement, hein, à partir du moment où ils ont un projet professionnel, hein, qui est à peu près construit et sur lequel il y a une perspective. Donc là, aujourd'hui, donc ça se met petit à petit en place. Donc on essaie, dans le cadre du logement d'abord et des partenaires qui sont aujourd'hui engagés, hein, au sein de la plateforme, d'essayer de trouver donc des solutions de logement. Alors pas pour les 20, puisque certains ont déjà des solutions, alors d'hébergement qui leur permettent effectivement de garantir leur équilibre familial, hein, puisque c'est quelque chose qui est important. Mais certains sont aujourd'hui dans des situations assez critiques, avec des situations d'expulsion à venir, avec des situations qui ne sont pas du tout sécurisées. Donc aujourd'hui, on fait marcher l'ensemble des partenaires, hein, donc du logement. Donc sur les 20, aujourd'hui, on recherche donc 11 logements, hein, grosso modo. Donc aujourd'hui, on est quasiment à la moitié du chemin, hein, puisqu'on a trouvé donc 5 solutions de logement, notamment en habitat jeune, hein, pour certains. Et on a des perspectives intéressantes aussi au travers donc de la mise à disposition d'une cité, enfin d'une résidence étudiante inoccupée, donc qui serait via un bail précaire, hein, donc de 1 à 2 ans, de pouvoir proposer à un certain nombre de ces jeunes donc une solution d'accompagnement, sachant que là, on est vraiment sur des jeunes qui sont très autonomes, hein, donc qui n'ont pas, je dirais, à part sur le domaine de l'emploi, qui n'ont pas aujourd'hui besoin d'un accompagnement spécifique. Donc c'est des personnes qui ont, hein, quelques revenus, qui ont un projet, et donc qui peuvent aussi, au travers, hein, de cette première étape logement, pouvoir aussi donner des garanties sur un logement un peu plus pérenne, hein, dans le cadre d'une insertion professionnelle et de l'emploi. Voilà ce que je pouvais vous dire. Merci beaucoup, Monsieur Péton. C'est très clair. Alors, bien noter ces deux initiatives, effectivement. Est-ce que ça... Oui, Myriam. Merci pour l'intervention. Je voulais juste savoir comment vous avez parlé du CIP, etc. Comment vous avez pu, ou pas encore, justement créer les articulations qu'on évoquait avec les acteurs de droit commun, que ce soit Pôle emploi ou localement, ou mission locale, puisqu'il y a aussi, vous évoquez les jeunes avec l'autre projet. Voilà, comment ça se... peut-être que vous avez des difficultés, ça n'a pas été encore fait. Voilà, quels sont autour de ces éléments-là? J'aimerais bien un peu quelques précisions. Merci. Alors, c'est vrai on s'appuie vraiment sur un opérateur compétent, hein, dans le domaine, qui a déjà tissé tout son réseau et qui a déjà mis en place un peu toutes les articulations nécessaires, hein, qui est par ailleurs aussi, qui a une mission PLI,
en interne. Donc, il y a effectivement tout cet environnement spécifique à l'insertion professionnelle. Les difficultés, donc, je dirais que par rapport à l'articulation, par rapport aux dispositifs existants, je dirais il n'y a pas de problème. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une bonne connaissance de cet acteur-là sur le dispositif. La difficulté qu'on a principalement, c'est, ça a été cité tout à l'heure, c'est sur vraiment l'assiduité de la personne et je dirais la concrétisation de son projet professionnel. Et donc, effectivement, c'est là qu'on a les plus de difficultés, c'est-à-dire qu'on a quelques taux d'échec voilà, là-dessus. Et c'est là que c'est important de travailler en concertation avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire, c'est-à-dire qu'on est en capacité aujourd'hui d'apporter d'autres réponses d'accompagnement pour aider la personne à poursuivre ou à formuler différemment son projet professionnel. Par exemple, s'il y a une thématique, une difficulté sur les addictions, on est capable aujourd'hui de dépêcher l'infirmière psychiatrique pour essayer de formuler un petit peu faire un diagnostic sur cette difficulté ou sur des problèmes de parentalité, de garde d'enfants, notamment pour des familles monoparentales. Donc voilà, on est en capacité de dénouer un petit peu des situations pour fluidifier notamment cet accès à la formation et à l'emploi. Ok. Témoignage effectivement qui va complètement dans le même sens d'une approche pluridisciplinaire, globale, partant des besoins des personnes, effectivement. Merci beaucoup, Monsieur Péton. S'il y a pas, je ne vois pas qu'il y a d'autres demandes d'intervention ou de questions. Je vous propose qu'il y ait un autre témoignage, mais qui va être un petit peu en écho de ce que vous avez pu dire, en particulier sur Allège. Alexandre. Oui. Je crois qu'il y a Madame El Khattabi qui a levé la main. Ah oui, alors j'ai pas vu effectivement toutes les… Alors, je vous en prie, Madame El Khattabi, si vous souhaitez intervenir, n'hésitez pas. Merci. Bonjour, donc Sacha El Khattabi sur la coordination logement d'abord à la métropole de Grenoble. Donc merci Hervé pour la présentation. J'avais une question concernant plus précisément donc la première démarche en lien avec la plateforme d'accompagnement logement d'abord, parce que donc j'ai bien noté qu'il y avait donc une CESF qui faisait cette évaluation du projet professionnel pour les personnes qui sont suivies par la plateforme. Et donc, je souhaitais simplement avoir plus d'infos sur cette intervention. Est-ce que c'est une CESF qui est… c'est plus des questions organisationnelles, mais qui sont importantes. Donc, qui est rattachée à la plateforme d'accompagnement Logement d'abord ou qui est en lien avec le CLI directement. Voilà, comment est faite l'articulation en interne? Est-ce que c'est des moyens supplémentaires qui ont été mis en place ou des moyens de droit commun? Merci. Bonjour Safia. Écoute, alors, en fait, c'est pas une CESF, c'est une CIF. Donc, dans notre organisation, elle est, donc, et comme c'est valable pour l'ensemble des membres de l'équipe pluridisciplinaire qui représente aujourd'hui 5 équivalents temps plein, donc elle est mise à disposition par une des associations donc, auprès donc, de la plateforme, sachant qu'aujourd'hui, on est toujours sur un mode expérimental, c'est-à-dire que cette plateforme n'a pas de statut juridique, elle est portée par personne, elle est plutôt une association de bonne volonté qui sont motivés pour essayer d'expérimenter cette nouvelle forme d'intervention auprès des personnes, des ménages qui intègrent un logement. Et en termes de moyens, on est sur les crédits logement d'abord que nous
attribue donc la DIAL chaque année. Voilà, on a une ligne spécifique là-dessus pour l'ensemble du financement de cette équipe. Ok, c'est très clair et c'est vrai que c'est important d'avoir ces éléments d'éclairage organisationnel. C'est souvent ça qui permet de mettre en œuvre les choses. Ce que je voulais juste rajouter, c'est qu'effectivement, toujours sur le financement, ce à quoi on est en train de procéder, c'est que le financement d'une grande partie de cette équipe va passer dans le droit commun au travers du FSL. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui 2 ans, on aura 2 ans et demi d'expérience, de retour d'expérience en septembre, et à partir du mois de septembre, c'est le FSL, dans le cadre de ces mesures maintien et dans le cadre de nouvelles mesures, donc accompagnement psychosocial, accompagnement à la parentalité, et on a développé également une thématique interprétariat, qui seront financés donc directement par le FSL. Restera la thématique insertion professionnelle, qui aujourd'hui restera financée dans le cadre de l'accompagnement de la plateforme Logement d'abord. Oui, alors, bon, on aura l'occasion d'en reparler peut-être, parce que là, il y aura peut-être un intérêt justement par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, à aussi articuler avec les accompagnements emploi renforcés du côté conseil départemental ou Pôle emploi. Je pense que ça peut être intéressant de faire le lien pour que ce ne soit pas uniquement les crédits DIAL qui supportent cette partie-là, mais bien sûr, on en reparlera un petit peu plus tard si vous voulez bien. Madame Raji, peut-être, parce que je ne vois pas qu'il y ait d'autres questions, donc je vous propose, et puis le temps tourne, donc je vous propose d'intervenir, donc de Préfecture de Loire-Atlantique. Il y avait un autre témoignage, mais qui va venir un peu en écho, je pense, à ce qu'on disait notamment sur les jeunes des bidonvilles. Si vous voulez bien intervenir, alors je ne vous vois pas à l'écran. Tac. J'ai vu que vous étiez... Désolée, j'ai eu un petit souci. Ouais. Ah voilà, vous êtes là. J'ai un petit souci de connexion, du coup vous m'entendez, mais vous ne me verrez pas, désolée. Oui, du coup, le programme, du coup, on a engagé sur le programme Cibel, donc, qui est un programme piloté directement par la DIAL. Donc, Cibel, c'est sortie inclusive du bidonville par l'emploi et le logement. On est engagé depuis fin 2020 sur cette action-là. Donc, on a un opérateur associatif qui est chargé de mettre en œuvre cette action au sein de l'agglomération nantaise. Au niveau de Cibel, on est encore en phase là de préparation avec tous les partenaires, mais c'est une action du coup qui lie l'emploi et le logement sur un public donc, qui vit principalement en bidonville. Nous, on a pris le parti pris de prendre des personnes qui étaient déjà incluses dans la mousse nantaise et qui sont aussi sur les terrains d'insertion et qui ont du mal pour des questions d'emploi à sortir de ces terrains d'insertion pour lesquels parfois on a une présence de plusieurs années. Donc on a vraiment voulu venir en soutien aussi aux collectivités qui sont concernées par l'implantation et la gestion de ces terrains d'insertion. Pour le moment, on a 13 personnes donc, dans une cohorte de 15 et un référent de parcours, donc un ETP désigné au sein de l'association ASBL. Voilà, donc le référent de parcours de la ASBL, il va servir vraiment de relais avec les services de droit commun, c'est-à-dire qu'on n'a pas de dispositif ad hoc vraiment qui va lier l'emploi et le logement. On va avoir des partenaires tels que le Pôle emploi, Action Logement, la mission locale, le département et les collectivités qui sont concernées, donc soit par l'implantation de terrains d'insertion, soit par l'implantation de bidonvilles et pour lesquels des personnes ont été sélectionnées. Donc voilà, on est vraiment là pour... le référent de parcours, en tout cas, son objectif, c'est vraiment de garantir l'engagement, le suivi et la fin du parcours de l'usager
Pour ça, on a une contractualisation qui est en cours de finition. Il me semble qu'elle devait être traduite en roumain pour que les personnes puissent s'engager dans le parcours CIBEL. Et on essaye vraiment, en tout cas, de faire le lien entre le référent de parcours, les services de droit commun, d'avoir des référents au sein des services de droit commun qui pourront aussi suivre l'action et l'évolution. Donc, on a un comité de suivi qui se réunit à peu près tous les mois. Jusque-là, le comité de suivi se réunissait surtout pour la sélection de la cohorte, donc des 15 personnes. Et puis, le 15 juin, on aura un comité élargi, donc avec tous les partenaires que j'ai pu vous citer auparavant. Au niveau de Pôle emploi, ce qu'on demande à Pôle emploi, c'est d'avoir des référents, des conseillers référents au sein de Pôle emploi qui peuvent faire le lien directement avec le référent de parcours sur les suivis. Avec un parcours du coup linguistique aussi qui sera via la plateforme Celios. Donc c'est une plateforme qui est mise en place par Nantes Métropole qui permet justement d'évaluer en fait le niveau de français des personnes et puis de leur proposer des cours et des apprentissages, en sachant que dans le public Mousse, nous, on n'avait pas forcément des personnes qui étaient très éloignées du français, donc ça permet aussi de pouvoir lier ça en même temps que la formation et de ne pas attendre cette phase-là pour commencer la formation ou la redirection directement vers les entreprises, puisque c'est des personnes, en tout cas pour la liste que nous avons, qui sont déjà inscrites dans l'emploi, qui ont déjà eu des emplois, des différents contrats. On a eu des CDD, de l'intérim, des CDI. Donc, c'est des personnes qui ne sont pas forcément éloignées de l'emploi. Donc, on vise vraiment la formation pour développer des compétences sur les besoins et les volontés de chacun, mais aussi les entrées directes en entreprise, si cela est possible et si c'est le souhait, bien sûr, des participants. Voilà, peut-être préciser qu'au niveau d'Action Logement, du coup, qui est aussi partenaire sur le projet, le public en terrain d'insertion est aussi un public prioritaire, puisque c'est considéré comme de l'hébergement. Donc, ça va nous permettre aussi d'avoir des sorties un peu plus simples, en tout cas au niveau des sorties droit commun. Et le contingent du coup préfectoral sera bien entendu mobilisé. Si on a inclus les communes dans ce projet-là, c'est aussi pour que le contingent communal soit mobilisé pour les sorties en logement pour des personnes qui souhaiteraient s'inscrire durablement dans la commune sur laquelle ils sont actuellement. Voilà ce que je peux en dire. Peut-être que Nathalie, tu peux compléter si tu as d'autres éléments. Oui, bah, effectivement, c'est un projet de longue durée puisqu'il y a un parcours formation, insertion en chantier d'insertion ou formation linguistique et également une deuxième phase ensuite, alors, rémunérée, c'est ça la difficulté en fait, et ensuite l'insertion en logement. Donc là, effectivement, on a pu avoir un contact avec Action Logement, avec notamment la nouvelle plateforme Aline, où là, on a des contacts pour notamment les publics prioritaires, voilà, avec la dette. Donc voilà, le démarrage des formations, on espère pouvoir les faire démarrer courant, enfin là, ça serait plutôt fin juin. Voilà, on a des publics qui sont motivés et donc ça c'est important. Il y a aussi une demande aussi de leur part, hein. Et puis également de la part des mairies qui sont en charge des terrains d'insertion, qui viennent à peu près les 3/4 de notre public. Voilà, c'est la dernière marche en fait pour l'accès au logement. Donc on suit avec intérêt ce dispositif. Ok, merci beaucoup, mesdames, pour ce témoignage. Peut-être, je ne sais pas s'il y a des questions ou pas. Moi, là, du coup, ce qui est intéressant, c'est effectivement l'articulation avec l'ensemble des dispositifs de droit commun. Vous parliez et puis la mobilisation des différents acteurs, là, notamment les communes et puis la métro de Nantes. Juste sur la question des formations, est-ce que c'est bien donc des formations qui sont rémunérées en plus pour les personnes, donc ça c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Est-ce que c'est des formations dont les coûts pédagogiques sont financés par la région, le conseil régional ou par
Pôle emploi, quel type de formation vous avez pu mobiliser? Et puis, est-ce qu'elles sont adaptées, justement, puisqu'on parlait tout à l'heure de la question d'adaptation des dispositifs de formation emploi aux personnes là, qu'on vise? Est-ce que là, pour vous, vous avez trouvé une offre de droit commun adaptée? Alors là, justement, on est en cours de contact avec Pôle emploi et également, notamment, avec les chantiers d'insertion. SBL en ont eux-mêmes, donc on va faire appel à leur réseau. Et puis également, on est en contact aussi avec le conseil régional pour voir ce qu'on peut faire au niveau des formations linguistiques. Voilà, donc là, on est plutôt au début de nos recherches. Ok, merci. Question de compréhension, qu'est-ce que vous appelez oui. terrain d'insertion? Alors là, c'est dans le cadre de la résorption des bidonvilles. Un terrain d'insertion est un terrain géré par la commune ou la métropole, où sont installés alors soit des caravanes ou des mobil-homes avec accès à l'eau, aux toilettes. Donc les personnes signent un bail de location en fait, et en échange donc payent une petite redevance. Et en échange, on bénéficie d'un accompagnement social global pour leur insertion et notamment professionnelle. Il y a l'insertion également scolaire, administrative dans un premier temps et ensuite une insertion professionnelle. Et donc ces terrains sont considérés comme des logements de transition, ce qui permet aux habitants de pouvoir bénéficier justement du contingent préfectoral sortant d'hébergement et ainsi devenir un public prioritaire pour le logement. Voilà, c'est un double intérêt. Ok. On voit bien les liens là aussi, effectivement, entre la mobilisation des dispositifs formation-emploi que vous faites et puis l'accès au logement via notamment la mobilisation des contingents. Tout ça est mené de façon concomitante. Écoutez, merci beaucoup pour ces témoignages. S'il n'y a pas d'autres questions, je regarde juste s'il y a une main levée, mais si ce n'est pas le cas, on a encore deux témoignages en fait, si vous voulez bien. Donc, je vais passer la parole à Julie Magne, qui est voilà, merci. Bonjour, qui est donc je vous laisse vous présenter, mais du Diaconat de Bordeaux pour présenter notre initiative, voilà, qui allie aussi emploi et logement sur le territoire bordelais. Mais je vous laisse présenter. Merci. Alors là, en fait, il faudrait juste que vous activiez le micro. Oui, pardon. Voilà. Oui. Pardon, donc Julie Magne, je suis directrice du pôle insertion du Diaconat de Bordeaux. Et donc, moi, je vais parler du projet Job Coach, qui, alors du coup, peut-être pour juste un peu poser les éléments de contexte, c'est un projet qui a débuté, en fait, en tout cas, les prémices du projet ont débuté en 2018 avec une association lyonnaise qui s'appelle l'ASSO et qui était accompagnée à l'époque par l'ANSA dans le cadre de l'accélérateur d'innovation sociale. Cette association avait décidé du coup de travailler la question de l'emploi au sein des centres d'hébergement et de réinsertion sociale en mettant en place un lieu dédié à l'emploi et à la formation, on va dire en interne en fait au CHRS. Cette expérimentation, elle a été ensuite proposée à différents territoires et donc on était 9 à l'époque à aller voir un peu ce qu'avait fait cette association. Et puis, voilà, avec l'aide de la DIAL, on a pu, depuis la fin d'année 2020, avec donc 5 autres territoires, on est 6 aujourd'hui, on a pu déployer donc ce projet qui maintenant s'appelle Job Coach, qui du coup vise en fait à proposer une méthodologie qui vient plutôt d'Amérique du Nord et qui repose donc sur une méthode qui s'appelle la méthode IPS, donc Individual Placement and Support, qui a d'abord été développée dans le champ de la santé mentale, dans une perspective de rétablissement en santé.
et qui repose du coup sur le développement du pouvoir d'agir. Donc, l'idée, c'est d'accompagner toute personne qui fait la demande d'accéder à un emploi, donc qui en éprouve la volonté ou le désir. Et on va dire, c'est un peu un renversement épistémologique, puisque là, il ne s'agit pas en fait de travailler les freins à l'emploi, mais bien de répondre à la demande de la personne et donc de se reposer finalement sur ses potentialités et ses capacités. Donc, cette approche, elle est mise en œuvre par un job coach qui travaille en fait en collaboration étroite avec des équipes des centres d'hébergement et de réinsertion sociale. Le projet voulait, en tout cas le projet proposait de mutualiser, donc les différents territoires ont recruté un job coach qui est mutualisé avec 2 autres associations. Donc en l'occurrence sur Bordeaux, le Diaconat est chef de file, mais nous travaillons en collaboration avec le CHRS de France Horizon et celui de l'association Revivre. L'idée étant que chacune des associations puisse orienter donc les personnes qui font la demande d'être accompagnées vers l'emploi, ou dans l'emploi d'ailleurs, et donc le job coach travaille ensuite en collaboration avec les référents de parcours qui interviennent dans les centres d'hébergement pour du coup répondre à la demande de la personne. En tout cas, cette méthodologie, elle repose sur des principes. Donc, il y a 8 principes préétablis, à savoir que, d'une part, on part du principe que la personne va accéder à de l'emploi ordinaire, que la mise en emploi doit être rapide. On part des attentes et des souhaits des personnes au niveau du projet professionnel, en tout cas du métier qui est visé. On parle même d'ailleurs de partir du rêve de la personne et de l'idéal. Il n'y a aucun principe d'exclusion, donc aucun critère d'exclusion. Toute personne qui fait la demande, elle va être reçue. Le soutien est dit illimité. L'accompagnement s'arrête uniquement quand la personne en fait le désire. Donc il y a bien sûr un gros travail de développement au niveau du réseau d'employeurs, puisqu'on part du principe qu'on va aller vers du milieu ordinaire. Il y a également le principe que le job coach, comme j'ai déjà dit, doit être intégré dans l'équipe qui accompagne les personnes au niveau du CHRS de manière globale. Et donc, il y a un principe aussi sur le fait qu'on doit informer les gens sur les avantages auxquels ils peuvent avoir droit. Par exemple, la prime d'activité ou autre. Voilà, en termes d'opérationnalisation sur le territoire, donc, on a la chance, dans le cadre de ce projet, d'avoir été formé par l'association Working First Stress, qui est basée à Marseille et qui est un petit peu l'association référente par rapport à la méthodologie IPS. Donc, on a eu la chance d'être formé là au mois de mai avec les partenaires impliqués dans le projet. Cette formation, elle va continuer tout au long du déploiement du projet. Et puis, en parallèle du déploiement, on a également 2 personnes qui interviennent comme facilitatrices pour nous aider en fait à monter une communauté de pratique efficace. Donc, on a plusieurs réunions qui sont programmées et qui font intervenir aussi et des personnes accompagnées et des personnes qui peuvent être ressources au niveau de ce réseau pour pouvoir trouver ensemble des pratiques, des modes de fonctionnement et puis des idées, en tout cas, pour essayer de continuer, en tout cas, d'être innovant dans le cadre de ce projet. Voilà. L'idée, effectivement, derrière ce projet, c'était de dire que voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en œuvre dans le cadre du logement d'abord, que finalement, l'emploi comme le logement, c'est un axe un peu stratégique et un axe majeur pour stabiliser le parcours des personnes. Et que finalement, de travailler les deux de concert, à savoir dans le centre d'hébergement, travailler l'accès logement et en même temps travailler l'accès emploi, ça facilite l'insertion des personnes et leur stabilisation. Voilà. Merci beaucoup, c'est très clair. Pas pour moi, mais bon, c'est un peu normal. Est-ce que justement, c'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des demandes de précision ou des réactions à cette présentation de ce projet? Oui, Madame Dambrun. Je m'interroge parce que on nous invite à réfléchir à des organisations qui mettent moins d'hébergement avec l'accompagnement social, mais peut-être des équipes d'accompagnement social qui pourraient venir un petit peu partout sur les lieux d'hébergement. On fait ça, nous, déjà un petit peu avec des travailleurs sociaux, logement d'abord, du SIAO, qui vont venir faire certaines démarches que les structures d'hébergement ne peuvent pas faire parce que les travailleurs sociaux doivent gérer l'interne, donc ils ne sont pas forcément
le temps nécessaire pour se déployer à l'extérieur, aller faire des visites de logement, comme ça. Je me dis, s'il y a une partie job coach qui vient en appui sur d'autres accompagnements plutôt emploi, comment ça se passe dans le lien entre le CHRS et les job coachs, et je me demande à un moment donné si je m'interroge sur le risque de désarticuler l'accompagnement global, qui soit plus un accompagnement global, mais notre petit bonhomme, il va avoir son référent à l'intérieur de la structure, plus peut-être son job coach, plus peut-être autre chose en accompagnement vers le logement. Et comme ça, est-ce qu'on démembre l'accompagnement social? Comment est-ce que ça marche bien? Est-ce qu'il y a des freins? Voilà, donc sur cette question, le CHRS et le job coach et cette articulation. Alors, c'est une bonne question, hein, effectivement. Alors, il s'avère que nous, déjà, du coup, pour le coup, ça ne concerne vraiment que nous, hein, sur le diaconat, on avait déjà fait le choix, en fait. On a 3 unités différentes CHRS et en fait, les référents de parcours interviennent sur les 3 unités et font en fait un peu ce que vous dites, c'est-à-dire de la visite sur site et travaillent du coup plutôt la coordination du parcours et du coup l'accès logement, etc. Et après, sur chacun des sites, on a des référents de structure qui, eux, travaillent plutôt la question du savoir habiter. Et donc, on a ce job coach qui va éventuellement être sollicité pour travailler la question de l'emploi. Alors, ça a été compliqué à mettre en œuvre, hein, parce que je ne le cache pas, hein, parce que du coup, c'est effectivement un mode de fonctionnement qui change, puisqu'avant, on avait une personne, référente de la personne, et qui faisait tout l'accompagnement. En revanche, il y a quand même des effets positifs, en tout cas de mon point de vue. Le premier, c'est que quand les personnes elles quittent le CHRS, ils n'ont plus un référent unique. Ils vont devoir être en capacité, les personnes, de s'adresser à une personne dans le cadre de l'accompagnement à l'insertion pro, à une personne, par exemple, au niveau de la CAF, à une personne au niveau des impôts. Et du coup, moi, je trouve que finalement, ce qu'on propose, ça s'approche aussi le plus de la réalité de ce que vont trouver les personnes à la sortie du centre d'hébergement. Donc ça, même si c'est peut-être difficile à mettre en œuvre au début parce que ça demande effectivement beaucoup de coordination entre les intervenants, je trouve que ça a le mérite au moins de mettre la personne en situation de réalité et de préparer en fait au mieux sa sortie et justement qu'elle ne se retrouve pas après à avoir des difficultés en fait de trouver la bonne personne à qui s'adresser quand elle a besoin d'une information ou d'un accompagnement. Après, au niveau du décloisonnement, nous, le constat qu'on faisait aussi, c'est que finalement, la question de l'emploi, elle était travaillée, mais elle était quand même souvent mise de côté par les équipes du centre d'hébergement, parce que souvent, l'équipe disait d'abord, il faut traiter la question des droits, de l'addiction, le savoir habiter, l'hygiène. Et finalement, c'est au moment où souvent le contingent prioritaire était lancé qu'ils se disaient on va peut-être pouvoir commencer à travailler l'emploi. Ils n'avaient pas vraiment le temps de le travailler parce que finalement, la proposition de logement arrivait. Donc là, ça a le mérite finalement de commencer à travailler un peu tout en même temps, si tant est que la personne en fait la demande. Je ne sais pas si ça répond à votre question, du coup. Si, très bien, et ça m'intéresse beaucoup cette réflexion sur effectivement le fait qu'après, ils seront aussi à s'adresser à plusieurs personnes. J'avais pas… Merci. Ça me permet d'avancer dans les réflexions. Et c'est ce qu'on voit aussi sur nos travailleurs sociaux au logement d'abord, sur lesquels on souhaite qu'ils puissent venir en appui sur la thématique spécifique, parce qu'effectivement, on a bien conscience qu'un travailleur social Superman ou Superwoman qui maîtrise l'intégralité des dispositifs de l'insertion professionnelle, du logement, de la santé, des addictions, de machin, il est trop fort et surtout il n'existe pas. Donc il va mobiliser 3 dispositifs qu'il connaît par ici, 2 par ici, et puis ce sera beaucoup moins riche. Donc d'avoir des professionnels qui maîtrisent tout un écosystème et qui ont l'information actualisée, qui ont les accès, on y croit pas mal. Et on voit effectivement aussi, c'était une réunion qu'on avait hier avec nos structures d'hébergement, qu'en s'obligeant à se poser la question de où en est chaque personne, est-ce que chaque personne, de droit commun en l'occurrence, a un projet, on accompagne sur la démarche d'accès au logement, d'accès à l'emploi. Il y a le train-train quotidien dans les structures d'hébergement. Des fois que si la personne n'est pas spécialement en demande, c'est pas la plus bruyante, c'est pas la plus pénible, c'est pas peut-être que son projet avance un peu moins. Alors que s'il y a un intervenant extérieur, on est obligé de se reposer la question et de bien s'assurer qu'on a un accompagnement, emploi, logement pour chaque personne. Donc c'est vrai que ça décloisonner et le regard extérieur, ça oblige à se reposer la question pour tout le monde.
Merci pour c'est chouette de faire avancer nos réflexions, c'est chouette. Juste peut-être, si je peux me permettre, Pascal Estecandi, je rebondis juste là-dessus. Vous avez parlé toutes les deux de décloisonnement. Je pense que le point important aussi sur ce projet-là, c'est ce qu'on teste actuellement, c'est la création d'une communauté de pratique, parce que c'est un levier essentiel, en fait, c'est de pouvoir comprendre comment les choses se repositionnent à l'échelle d'un territoire à partir du moment où ce projet se met en place. Et justement, qu'est-ce qui permet ces effets de décloisonnement? Donc ça, c'est la première chose. Donc vraiment, les deux, vous en avez parlé à Madame Maille, mais les deux sont totalement liés. Et on compte effectivement, peut-être alors quand le projet aura avancé, mais c'est vous faire un retour sur les effets de ce qu'apportent ces éléments de communauté de pratique, ce qui est en cours. Et puis le deuxième point, c'est la question de la multiréférence, en fait. Alors vous avez parlé aussi, Mme Dambrun, du Chez Soi d'abord. C'est une méthodologie qu'on a utilisée dans le Chez Soi d'abord, et je pense que là aussi, c'est de se dire un peu ce que vous avez dit finalement, il faut que la personne puisse développer des ressources pour aller chercher ce dont elle a besoin. Alors bon, on dit dans la communauté, même si ce terme n'est pas très utilisé en France, mais enfin c'est un petit peu ça l'idée, et que la personne qui accompagne, en fait, elle va être utilisée à certains moments, et il va y avoir une multiréférence, ce qui permet de laisser la personne au centre, en fait. Voilà. Alors c'est pas simple. C'est loin d'être simple et ça demande des changements de paradigme, mais c'est aussi ce qui existe en complément sur le job coach et qu'on essaie de mettre en place. Ok. Merci de ces réflexions sur les parcours effectivement des personnes. Comme je vois un petit peu l'heure qui avance et qu'on s'était dit qu'on… Merci beaucoup, Julie Magne, de ces témoignages. Je vois l'heure qui avance. Et donc, je vais tout de suite passer la parole à Monsieur Souchet, puisque on souhaitait également qu'il puisse témoigner du Cher. Voilà, qui est donc qui est un territoire qui vient de rejoindre le Club des territoires de mise en œuvre accélérée du logement d'abord. Mais Monsieur Souchet, je vous passe la parole tout de suite et puis on peut poursuivre après les échanges sans difficulté. Et je vous laisse vous présenter peut-être directement, parce que je ne vous ai pas présenté. Bonjour, donc je suis David Souchet, directeur de l'association Le Relais, dont le siège est à Bourges. Alors on est sur le territoire du Cher et on est également sur d'autres territoires, notamment celui de la Nièvre, qui est aussi retenu en territoire accéléré. Donc je salue, j'ai vu dans la liste qu'il y avait David Denis pour le Cher, département du Cher, et Madame Rossel pour le département de la Nièvre. Voilà, donc on a convenu très rapidement, c'est pour ça qu'elles sont au courant que j'intervenais aujourd'hui, avec M. Viscontini, une petite intervention. L'association Le Relais est une association qui œuvre sur 3 grands domaines d'activité. Alors, on est aide aux victimes, accès au droit, ce qui concerne moins le sujet d'aujourd'hui, mais on est sur l'hébergement, logement et l'insertion par l'emploi. On est une association un peu historique sur le territoire et on a d'abord développé des dispositifs autour de l'hébergement. Aujourd'hui, on est gestionnaire du 115, on est sur le département du Cher, on gère des hébergements d'urgence, maraude, voilà. Et puis après, en avançant, on fait de l'hébergement plus long cours, CHRS, CPH et d'autres. Et puis, on a pris dans le Cher un virage assez important en 2013 avec l'ouverture d'une agence immobilière à vocation sociale qui a été un petit peu le point de départ de nos changements de paradigme et d'avoir un peu fait évoluer notre manière de voir l'hébergement et le logement. On est en partenariat très très fort depuis de nombreuses années avec le département et de manière générale, c'est un territoire où le partenariat est plutôt assez facile, enfin les échanges sont assez faciles et l'ouverture de cette agence a un peu renforcé le partenariat autour du logement avec le département notamment et puis bien sûr du côté emploi, le département est un de nos partenaires aussi très important. Pourquoi je dis que l'agence a fait changer notre vision, c'est que du coup, elle est devenue un petit peu le cœur de notre activité hébergement et logement. Vraiment, l'hébergement, en fait,
tous les dispositifs d'hébergement se font maintenant chez nous en logement, mis à part un peu d'accueil d'urgence, où là, il est très compliqué de le faire en logement, mais sinon, la majorité de nos dispositifs sont faits en logement, et l'AIVS est le point d'entrée, y compris de l'hébergement. Les gens ont un lien avec l'AIVS et du coup, dès le début, se sentent un petit peu considérés comme des locataires. On a également un fort partenariat avec le secteur HLM. On est même dans l'AIVS gestionnaire de logements HLM. Je crois qu'il y a peu de départements qui ont fait ce pas, c'est-à-dire que un des bailleurs sociaux nous a confié une partie de son parc pour qu'on accompagne, parce que l'AIVS, c'est un accompagnement des locataires un peu spécifique. On appelle ça de la veille active. Les gens sont locataires, ils sont bien titulaires de leur bail, mais on a une veille active, on est très attentif à tout ce qui peut signaler un petit peu une perte de pied dans le logement, qu'elle soit financière, qu'elle soit d'origine de la santé, du voisinage, enfin une implication dans le quartier. Et puis, on vient renforcer à certains moments l'accompagnement de l'AIVS, qui est un accompagnement de type veille, par des dispositifs AVDL, FSL, pour le partenariat avec le département, mais aussi un peu plus largement des dispositifs qui vont être financés par Action Logement pour les travailleurs, par la SNCF parce qu'ils avaient une partie du parc. Enfin voilà, on est très ouvert en termes d'accompagnement au logement et on fait de l'accompagnement à domicile vraiment et on est très, très, très mobile sur le département du Cher et on le sera sur la Nièvre puisqu'on a appris qu'on était également retenu sur le dispositif AVDL dans la Nièvre. Pour pouvoir emmener les gens vite dans le logement, on a finalement pris l'agence immobilière, les mandats de gestion qu'on pouvait avoir. Et puis après, on a réfléchi avec nos partenaires, que peuvent être l'État ou le département, à qu'est-ce qu'on pouvait mettre comme briques supplémentaires pour que la personne qui accède au logement ait le soutien spécifique lié à sa particularité. Donc, on a une brique santé, on a un dispositif, un accompagnement spécifique santé pour nos locataires. On peut avoir une brique pour les jeunes, puisqu'on a des jeunes qui ont moins de 25 ans qui accèdent au logement chez nous. Donc, il a fallu réfléchir à des dispositifs. On a une brique pour les gens du voyage, encore des réflexions avec le département. On a une brique pour la sortie d'incarcération. Et voilà, et on va utiliser le logement et après, on va essayer d'y mettre l'accompagnement dédié en fonction des problématiques, des points d'attention qu'on doit avoir sur nos locataires. On est également très attentif à tout ce qui peut être nouveaux dispositifs et tout ce qui peut venir compléter notre offre pour que toutes les situations puissent trouver dans l'offre qu'on peut proposer une solution. Et d'ailleurs, on a ouvert très récemment, dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt grande marginalité, un dispositif qui s'appelle Cher Toi, où on a ouvert 20 logements dédiés, toujours après une réflexion avec nos partenaires. Donc voilà, l'entrée dans le territoire accéléré du logement d'abord, on l'a fait vraiment dans le cadre de réunions multipartenariales avec, bien sûr, pilotées par le conseil départemental, mais avec l'ensemble des partenaires, qui peuvent être l'État, les bailleurs sociaux et d'autres partenaires du social. Juste, pardon de vous interrompre, mais en fait, comme le temps nous est compté, on a hâte que vous nous parliez de la brique insertion pro, en fait. Voilà. Donc après, en parallèle, on a au relais développé tout un tas d'ateliers chantiers d'insertion qui permettent d'avoir des dispositifs d'emploi et qui sont en fort lien avec le logement depuis toujours et qui, du coup, entrent dans chaque réflexion d'accès au logement. On entre du coup, la brique emploi. On a autour de l'emploi, alors on avait un AVA, nous, avec le CHRS, et le conseil départemental a réfléchi à un ERE, un espace de remobilisation à l'emploi. Donc, on a vraiment une première porte d'entrée vers l'emploi. Et puis après, on a essayé de réfléchir là aussi à travers des dispositifs qui sont existants. Donc, on avait répondu à l'appel à projet intégration des publics réfugiés. Donc là, on s'est appuyé sur l'emploi et puis on est engagé dans
le dispositif Sève Emploi pour essayer de se tourner un peu plus vers l'entreprise. Donc, même est venu, alors, sur une impulsion là plutôt côté État, la possibilité d'entrer dans le dispositif Émile, engagé pour la mobilité, l'insertion par le logement et l'emploi. Vous voyez du coup, avec tout ce que je viens de vous brosser, que, eh bien, on répondait très précisément aux besoins que pouvait demander ce programme, qui est, alors je ne sais pas si tout le monde le connaît, hein, qui est l'idée que, eh bien, là, avec Émile, on va proposer, des territoires vont proposer être territoire d'accueil pour des personnes venant de la région parisienne qui ont un besoin à la fois d'un logement adapté et à la fois d'un projet d'emploi pour y accéder à l'emploi. Donc, c'est des profils très différents, mais qui, dans tous les cas, soit cumulent les deux problématiques, soit plus particulièrement une des deux problématiques. Et puis, nous, on va piocher dans tout ce qu'on a. Alors, là encore, hein, vraiment en fort partenariat avec les acteurs locaux, bien sûr en partenariat avec le GIP qui a été créé pour ce dispositif et la DIAL. Et on va venir essayer de chercher dans tous nos dispositifs, là encore, les briques qui vont pouvoir répondre aux besoins des problématiques des gens qui vont être orientés sur notre territoire. Donc là, il y a une association en amont sur Paris qui va aider à identifier ces problématiques, qui va nous les signifier, et on va faire des propositions avec deux étapes. Une étape immersion. Les gens arrivent, on organise une semaine, alors une semaine qui peut prendre plein de formes, hein. Soit on est sur de la PPSMP, hein, des périodes d'immersion, alors soit dans nos propres ateliers chantiers d'insertion, soit dans des entreprises directement, ou alors on va mettre en place des formations, on va mettre en place des rencontres avec des agences d'intérim, des professionnels, et à côté de ça, on va proposer une visite du territoire et tout ce qui peut intéresser les personnes pour venir s'installer chez nous, enfin, ce qui peut les convaincre que notre territoire est accueillant. Là, le dispositif Émile est bien sûr… en fait, on s'aperçoit que le territoire accéléré du logement d'abord, finalement, vient chapeauter tout ça et vient nous permettre d'avoir une articulation autour de tous les dispositifs que je viens de vous citer. Et finalement, que ce soit Émile, le Pass BPI, eh bien, à chaque fois, on est dans la même dynamique. On se met autour d'une table, on regarde ce qui existe, ce qu'on a comme possibilité, et on va essayer de proposer les dispositifs, les accompagnements qui vont correspondre aux besoins identifiés. Voilà. On a une dernière vision dans le programme d'accompagnement, merci beaucoup, qui est la partie aussi logement. Alors, ce n'est pas parce qu'on a un petit territoire et un territoire où le logement, il y a du logement vacant. Il y a un gros travail à faire avec le département. On y travaille beaucoup sur la qualité du logement. C'est le dernier point qui est vraiment un des points importants sur le logement d'abord, le programme logement d'abord. Voilà. Merci beaucoup pour cet éventail effectivement très large et qui nous, voilà, enfin à chaque fois, ça a été un peu le fil rouge là, de cette matinée de voir la nécessité d'aborder les choses de façon avec un spectre assez large autour des besoins des personnes. Je sais qu'il y a je crois qu'il y a le conseil départemental du Cher ou de la Nièvre qui sont présents. Et je ne sais pas si vous souhaitiez intervenir, comme on n'est pas loin de chez vous là, donc si vous souhaitiez rebondir ou pas forcément, hein, il n'y a pas aucune obligation, mais n'hésitez pas si c'est le cas, ou si d'autres souhaitent aussi poser quelques questions ou intervenir sur ces aspects-là. Oui, Nathalie. Oui, je veux bien, Nathalie Desnus. Donc, je suis directrice Habitat Insertion Emploi au département du Cher. Merci David pour ta présentation. Juste pour compléter, tu l'as évoqué tout à l'heure, je voulais juste parler des espaces de réadaptation à l'emploi qui sont financés par le département dans le cadre du programme départemental d'insertion et qui sont un dispositif intéressant en tant que première marche sur un parcours, mais aussi pour solvabiliser parfois pour certaines personnes, et notamment les jeunes, hein, puisqu'on a ouvert ces ERE, au départ, ce n'était pas forcément ce public-là qui était visé, mais on l'a ouvert aux jeunes, donc aux jeunes de moins de 25 ans qui, du coup, n'avaient pas de ressources pour accompagner un autre dispositif qui était mis en œuvre aussi par le relais
pour accélérer la sortie de ces jeunes des CHRS. Et du coup, le passage en ERE leur permet d'avoir ce qu'on appelle un pécule et qui du coup, leur apporte quelques ressources pour accéder à l'emploi, au logement. Donc, voilà, l'exemple de l'ERE, c'est pour montrer que les petites briques, elles peuvent parfois bien se mailler autour de situations particulières. Ah oui, merci beaucoup de ce complément important effectivement à avoir en tête sur le maillage, le bon maillage. Écoutez, je vois qu'il est l'heure. Je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui avaient prévu de partir aussi pour midi. S'il n'y a pas d'autres demandes d'intervention, je vous propose qu'on s'en arrête là. Merci beaucoup à tous les intervenantes et toutes les intervenants pour vos prises de parole, témoignages, c'était très riche. On va vous renvoyer quelques éléments suite à cet Amicall, en particulier la présentation du début là, sur le service public de l'insertion et de l'emploi, sur la présentation aussi peut-être des différents programmes là, de parcours combiné emploi-logement que nous pilotons à la DIAL, et puis voilà, quelques éléments de compte-rendu, pas forcément exhaustifs, mais qui vous permettent de resituer les choses. Et puis, vous dire qu'on est aussi engagé, pour faire le lien avec ce qu'on a dit en introduction avec les collègues de la DGEFP et de la DGCS, on est engagé sur un travail là d'approfondissement des articulations entre le service public de l'insertion et de l'emploi et le service public de la rue au logement. Donc, on va engager un processus là courant juin avec certaines directions régionales, directions départementales, en lien avec les collectivités sur ce sujet. Voilà, je ne sais pas si Myriam ou Isabelle, vous vouliez dire un petit mot pour conclure, non? Je veux juste remercier pour la qualité des échanges et voilà, l'intérêt de partager quelques pratiques territoriales. Merci beaucoup. En effet, c'est toujours très riche. Eh bien, écoutez, merci beaucoup à tout le monde et à très bientôt. Bon après-midi. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.